Merci beaucoup à nouveau Emmanuel. Mesdames, Messieurs, donc je suis heureux de vous accueillir après que nous avions eu à entendre Michel Barnier, le commissaire européen en charge du marché intérieur. Donc pour moi, c'est un plaisir d'ouvrir cette 31e rencontre nationale. Pour la première fois depuis de nombreuses années, nous nous retrouvons dans un nouveau lieu, car du fait du succès croissant de cet événement, l'espace intérieur était devenu trop petit. Nous avons retenu un lieu permettant de vous accueillir plus nombreux, et nous avons aussi recours aux nouvelles technologies pour faire ce que l'on a appelé à l'intérieur du groupe Crédit Coopératif une rencontre nationale hors les murs du Théâtre Gador, en utilisant la vidéo, l'Internet et les réseaux sociaux pour qu'un nombre encore plus grand en dehors de la salle puisse participer. En bref, c'est pour nous un moment classique de coopération, d'échange. Pour ceux d'entre vous qui participent pour la première fois à cette rencontre, je vous rappelle je vous invite en tout cas, que c'est un moment particulier pour nous, au Crédit Coopératif. C'est une matinée où tous ensemble, nous souhaitons prendre le temps d'analyser, de comprendre le monde dans lequel nous vivons et que nous construisons tous ensemble. En effet, en tant que banque coopérative, nous avons fait le choix d'être une banque utile à tous ceux qui font bouger leur monde, notre monde, et nous savons qu'il existe des valeurs encore plus importantes que l'argent, le temps d'échanger avec l'autre pour mieux agir et surtout le respect de l'autre. Comme le dit Michela Martano, que nous allons entendre tout à l'heure, dans son ouvrage Le contrat de défiance, dans une organisation, la confiance peut s'installer si le climat général permet à chacun d'être ouvert aux idées de l'autre, sans qu'il soit obligé de renoncer systématiquement à ses propres croyances. Ce qui demande à la fois de l'humilité et du courage. Être ouvert aux idées des autres et chercher à comprendre leur point de vue signifie se placer d'emblée dans une attitude de respect. Je souhaite que vous ressortiez ragaillardi par la qualité des échanges que vous allez entendre et que nous serons nous stimulés par vos questions. Le thème de la rencontre nationale est choisi de nombreux mois à l'avance. Et je peux vous assurer qu'il s'agit pour moi d'un défi stimulant. Partant des événements qui arrivent tous les jours, nous cherchons un thème annonciateur des tendances de fond et en particulier qui concerne notre secteur de l'économie sociale et solidaire. Avec Nicolas Lix, nous avons rapidement senti que la confiance s'imposait comme le thème de 2011. Lors de notre choix en février dernier, nous savions que nous serions, nous ici en France, au seuil d'une année électorale majeure pour notre pays. En démocratie, les élections politiques constituent un moment clé dans l'expression de la confiance. Mais, pour être honnête, en ce début d'année, il y avait des éléments qui nous laissaient penser à certaines choses. Mais nous n'avions pas tout prévu, bien évidemment. En ce début d'année 2011, avec Claude Alfondéry, nous étions déjà entrés en phase de préparation des États généraux de l'économie sociale et solidaire qui se sont tenus au Palais Brongniart les 17 et 19 juin derniers et qui ont traduit bien sûr toutes les capacités de notre secteur de l'économie sociale et solidaire. En ce début d'année, nous avons déjà lu le petit opuscule de Stéphane Hessel. Indignez-vous, nous étions loin d'imaginer que ce cri poussé par ce résistant constituerait un élément qui ferait émerger un monde nouveau que nous sentons bouillonner autour de nous, qu'il serait même repris par des millions de personnes autour de la planète. Toutefois, nous sentions bien qu'après la brève phase de contrition des financiers addicts de gains illimités, il était impossible de laisser reprendre les choses comme si rien ne s'était passé. Il était impossible de laisser revenir ces phases de spéculation. Les propos de M. Barnier sont de nature, bien sûr, à nous rassurer. Nous constations que les
les impulsions voulues par les chefs d'État lors des G20 se diluaient, s'enlisaient du fait de l'effet combiné du multilatéralisme essoufflé et du lobbying de ceux qui s'accrochent à leur lieu. Pouvions-nous concevoir la crise de la dette souveraine en Europe? Pouvions-nous imaginer la dégradation de la dotation des États-Unis? Aurions-nous cru que les responsables politiques pouvaient aussi fortement montrer leur désarroi à s'entendre et à construire ensemble? Comme par antiphrase, j'allais dire, les déclarations rassurantes ne sont-elles donc ça, ne manquent pas. J'en veux pour preuve le communiqué des ministres des Finances du G20 réunis le week-end dernier, ici à Paris, au ministère des Finances à Bercy. Que disent-ils? C'est le titre. Nous agissons résolument pour maintenir la stabilité financière, restaurer la confiance. Le mot confiance et le mot défiance sont là. Pas un jour sans que les journaux ne trient sur la confiance, le plus souvent, il s'agit de retrouver un paradigme perdu. Toutefois, que penser d'un monde lorsque, lisant personnellement il y a le 5 octobre dernier les Échos, je lisais les résultats d'une enquête d'opinion sur le pouvoir d'achat des Français. Que dit cette enquête? 46% de nos contemporains, des personnes interrogées ici dans ce pays, déclarent ne faire confiance à personne en la matière. Vous vous rendez compte, quasiment la moitié des gens déclarent ne faire confiance à personne. Ensuite viennent les associations de consommateurs avec 20%, le président de la République et le gouvernement avec 10%, les grandes surfaces avec 9%, les employeurs 8%, à égalité avec les syndicats. Faut-il donc que lorsqu'on atteint ce seuil de quasi 50% de personnes qui font confiance à personne, que les liens sociaux soient dégradés pour qu'on risque de tomber dans cet individualisme dangereux? Pourtant, lors de mes déplacements sur le terrain, des réunions des conseils d'agence, des assemblées générales des jeunes du crédit coopératif, je rencontre de nombreux jeunes, de moins jeunes d'ailleurs, plein d'esprit d'entreprise, confiants dans l'avenir, voulant faire bouger leur monde, prêts à s'engager dans une association, qui dans une entreprise, qui dans une coopérative. Nombre d'entre eux attendent beaucoup des 2000 collaborateurs du groupe bancaire crédit coopératif. Ils sont chaque jour plus nombreux à nous faire confiance. Ils comprennent nos actions, comme par exemple la décision que nous avons prise au début de cette année de prélever 0,01% sur notre marge bénéficiaire sur les opérations de change pour les dédier ces sommes-là au profit d'associations qui œuvrent dans le domaine du développement. Ils perçoivent la volonté de cohérence entre les principes et l'action, s'affirment qu'ainsi nous ne faisons que respecter nos principes fondamentaux adoptés lors d'une déclaration de principe en 1981. Dans ce document de référence, nous expliquions que la réalité du crédit coopératif, le crédit coopératif constitue une branche spécifique de la coopération bancaire au service de celles et de ceux qui entreprennent ensemble, avec des valeurs communes, l'association des personnes autour d'un projet d'entreprise vivant l'intérêt commun des membres, du groupement, la promotion de l'homme entrepreneur ou de l'intérêt général. Ces entreprises sont d'abord au service de l'homme et non du capital. Comment comprendre ce hiatus entre le désarroi colporté par les médias, par certains milieux, et d'autre part la volonté de s'engager, qui semble ne pas avoir disparu? Cet écart s'explique par l'absence de limites juridiques et morales qui semble régner dans le monde de la finance. Il est heureux que la prise de conscience semble enfin atteindre les dirigeants politiques. C'est l'espoir que je porte lorsque je lis, et M. Barnier vient de le confirmer, que le président de la Commission européenne envisage d'instaurer une responsabilité pénale individuelle des acteurs financiers. Ceci montre sans doute que cette idée de croire en l'autodiscipline des marchés ne marche pas. Et M. Barnier vient de nous le confirmer. Nous aurons aussi un autre intervenant tout à l'heure, Yann Algan, qui a écrit un ouvrage il y a quelques années avec RTL. Il nous explique le déficit de confiance au sein d'une société a pour corollaire une limitation du libre-échange par une forte régulation. Une interprétation possible
enclins à faire contrôler les marchés qu'ils suspectent leurs concitoyens de ne pas respecter les règles morales de l'échange. Alors, bien évidemment, il va falloir trouver là un équilibre. Une telle déclaration comportera ceux qui ont pensé que la voie autre que l'autorégulation professionnelle était la seule solution et qu'il ne faut pas se laisser aller à la loi de la jungle. Faut-il pour autant s'en réjouir? Être conduit aux limites ou aux obligations que doit faire aujourd'hui la Commission européenne, n'est-ce pas, d'une certaine façon, marquer l'absence de pertinence de la pensée de Bernard Mandeville, qui avait déclaré « Les vices privés font la vertu publique ». En prenant comme fondement de l'action les vices privés, ce précurseur de la pensée économique libérale a mis à la base la part de l'homme de tout individu, par opposition à la place de la prétendue rationalité invoquée par les penseurs libéraux ultérieurs. Si les vices privés font la part de l'homme dans les relations dans la société, ne faut-il pas craindre qu'aujourd'hui les règles du jeu collectif ne pèsent plus assez pour contraindre ou transmuter les vices privés en vertu publique? Du fait qu'il y a entre la classe politique et la société civile, ne serions-nous pas rentrés dans une phase critique? Le commissaire européen disait une période grave. Certes, les moments de grand désordre économiques, sociaux ou moraux peuvent être annonciateurs d'un nouveau monde, d'un monde meilleur que le précédent. Mais n'oublions pas qu'ils peuvent également conduire à la régression économique et sociale. N'oublions pas que l'espoir d'un retour d'une économie et d'une société d'ordre, certains seraient prêts à, au nom de cette logique-là, seraient prêts à accepter des remises en cause de l'autonomie des individus. Et le commissaire Barnier l'évoquait. Nous, responsables d'associations, de mutuelles, de coopératives, ici présents dans cette salle, qui nous battons tous les jours pour être entendus et reconnus, nous souhaitons tout simplement que nos spécificités soient prises et mises en œuvre. Nous savons que la liberté individuelle de contracter avec les autres humains est une source de progrès pour l'humanité tout entière. Ce n'est pas parce que nous contestons la suprématie du libéralisme financier débridé que nous transigerons sur la nécessité de laisser la liberté à chacun d'agir au service des autres. Pour que notre vision du monde soit davantage partagée, notre choix doit se faire davantage entendre. Heureusement, les occasions existent. Les États généraux de l'économie sociale et solidaire, la consultation de la Commission européenne menée par le commissaire Barnier sur l'entrepreneuriat social et l'économie solidaire, le lancement en 2012 de l'année internationale des coopératives, sans oublier les prochaines élections présidentielles et législatives. Encore faut-il que nous-mêmes, ayant confiance, acteurs de l'économie sociale et solidaire, ayons confiance dans nos capacités et dans les capacités de nos structures. Enfin, il nous faut aussi laisser entrer largement dans notre monde les outils nouveaux de l'Internet et laisser la place que la jeunesse doit. Nous avons le devoir de dépasser le temps des bons gestionnaires que souffle le temps des bâtisseurs d'un monde meilleur. Et donc, le ciment de la construction de ce monde meilleur, c'est évidemment la confiance. Et donc, j'espère qu'à travers les débats que vous allez entendre, nous aurons cette occasion, et avec bien sûr les questions et les échanges que nous aurons avec vous dans la salle, et aussi grâce aux technologies modernes, avec les gens qui sont de l'autre côté des réseaux sociaux, donc en dehors de la salle, nous aurons l'occasion de commencer à pouvoir esquisser et entrevoir ce qu'il y a juste derrière ces temps particulièrement difficiles. Et donc c'est avec optimisme et plein de dynamisme que je souhaite que notre ami Emmanuel Kessler anime cette matinée. À tout à l'heure en fin de matinée.